Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur RTI 1 à la une de ce 20h. Ce vendredi, la gouverneure générale du Canada, Julie Payette, a entamé une visite de 72 heures en Côte d'Ivoire. Elle a été reçue par le président de la République, Alassane Ouattara. Le tête-à-tête entre les deux personnalités a été élargi aux membres des deux délégations. La coopération ivoiro-canadienne a été évoquée. Soyez des champions nationaux, c'est l'appel lancé par le vice-président Daniel Kablan-Duncan à des étudiants diplômés de l'École supérieure africaine des technologies de l'information. Ces étudiants faisant partie des promotions sortantes ont reçu leur parchemin. Ils sont invités à développer l'esprit d'entrepreneuriat. Les membres de la CEI, les juges du parquet général près la Cour suprême, le secrétariat général et la chambre administrative de la Cour suprême sont en conclave. Ils plongent sur le contentieux électoral. L'objectif des participants, harmoniser les points de vue en vue de rendre de bonnes décisions. Dans ce 20h, nous ferons une incursion dans le milieu de la friperie. Ce business, encore dans l'informel, rapportera des sommes importantes à notre économie. Mais quel est le circuit d'approvisionnement de nos commerçants? À qui profite ce business? Réponse dans ce journal. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Ce vendredi, la gouverneure générale du Canada, Julie Payette, a entamé une visite de 72 heures dans notre pays. Elle a été reçue par le président de la République, Alassane Ouattara. Le tête-à-tête entre les deux personnalités a été élargi aux membres des deux délégations. La coopération ivoiro-canadienne a été évoquée. Le reportage de Jérôme Kofi-Abolé. La très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire, peu de temps après son arrivée à Abidjan ce vendredi pour une visite d'amitié et de travail sur le sol ivoirien. Une étape d'abord marquée par les honneurs militaires rendus à l'illustre hôte après qu'elle a été accueillie par le président de la République, Alassane Ouattara. Honneur des détachements composés de la musique de la garde républicaine, du drapeau et sa garde, de 2 pelotons de l'école de la gendarmerie et de 3 sections de la garde républicaine. Tous ces détachements aux ordres du chef d'escadron qui Gislain. Il s'en est suivi ensuite un entretien entre le président ivoirien et la gouverneure générale du Canada. On note au cours de cet entretien la présence des membres des deux délégations. À retenir aussi que la gouverneure générale du Canada entame une visite de 72 heures en terre ivoirienne à compter de cette journée du 26 octobre 2018. Visite dans le cadre d'une tournée africaine. C'est en provenance du Burkina Faso que Julie Payette a regagné la Côte d'Ivoire. Voilà, je rappelle donc que ce voyage en terre ivoirienne de la gouverneure générale du Canada vise à renforcer les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays, le Canada et la Côte d'Ivoire. Et à son arrivée aujourd'hui même à Abidjan, la gouverneure générale Julie Payette a été accueillie, vous allez le voir, par le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan et des membres du gouvernement. Le témoignage de Viviane Aïmé. C'est à 12h15 que l'avion frappé des couleurs du drapeau canadien et portant l'inscription du gouvernement du Canada a atterri sur le tarmac du pavillon présidentiel de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. La gouverneure générale du Canada, son Excellence, la très honorable Julie Payette, effectue une visite officielle de 72 heures en Côte d'Ivoire. Visite qui s'inscrit dans le cadre des bonnes relations existantes depuis de longues années entre le Canada et la Côte d'Ivoire. Son Excellence, la très honorable Julie Payette, a été accueillie à son arrivée en terre ivoirienne par le vice-président Daniel Kablan-Duncan, qui était accompagné de ministres du gouvernement, du gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, et de représentants de la chefferie traditionnelle. De par sa fonction de gouverneur général du Canada, fonction qu'elle occupe depuis le 2 octobre 2017, son Excellence Julie Payette est dans son pays la représentante du chef de l'État, étant bien entendu que c'est la reine Élisabeth II, à la fois reine d'Angleterre et reine du Canada, qui est le chef d'État du Canada. Le Canada étant une monarchie constitutionnelle, parlementaire, fédérale. Son Excellence, la très honorable Julie Payette, est le 29e gouverneur général de son pays. Elle était astronaute de fonction avant d'être nommée à cette haute charge. Le mandat de gouverneur général est de 5 ans renouvelable.
Avant elle, l'ex-secrétaire général de l'OIF, Michaël Jean, avait elle aussi occupé cette fonction de 2005 à 2010. Le Canada, 10e puissance économique mondiale et aussi 2e pays le plus vaste du monde après la Russie, avec une superficie de 9 985 km². Sa capitale fédérale est Ottawa, majoritairement de langue anglaise. Il compte une province francophone, le Québec. On n'en doute pas, cette visite officielle de la gouverneure générale Julie Payette vient donner un nouveau souffle à la relation ancienne qui lie le Canada et la Côte d'Ivoire. Et Julie Payette, gouverneur général du Canada, a reçu ce vendredi, premier jour de sa visite en Côte d'Ivoire, les clés de la ville d'Abidjan, faisant d'elle une citoyenne d'honneur. Le gouverneur du district Begré-Mambé lui a remis à cette occasion donc le parchemin attestant de cette qualité, comme vous le voyez sur ces images. Et la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Maria Tokone, a pris part à cette cérémonie. Je rappelle que la gouverneure générale du Canada effectue une visite de 72 heures en Côte d'Ivoire. Et justement, la Côte d'Ivoire et la Chine entretiennent aussi d'excellentes relations d'amitié et de coopération. Ce vendredi 26 octobre, en fin d'après-midi, le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu le ministre chinois chargé des affaires africaines. Le renforcement du partenariat entre la Chine et la Côte d'Ivoire a été évoqué au cours de cette rencontre. Soyez des champions nationaux. L'appel est lancé par le vice-président Daniel Kablan-Duncan à des étudiants diplômés de l'École supérieure africaine des technologies de l'information. Ces étudiants faisant partie des promotions sortantes ont reçu le parchemin. Ils ont été encouragés à développer l'esprit d'entrepreneuriat, nous rapporte Jérôme Kofi-Abolé. Une allure de fête. C'est celle que prend ce jeudi la cérémonie de remise de diplôme aux promotions sortantes de l'ESATIC, École supérieure africaine des technologies de l'information. Cérémonie en présence du vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. À l'instar du représentant du maire de Treichville, au pupitre pour souhaiter la bienvenue, le directeur général de l'ESATIC, le professeur Adama Konaté, saisit cette occasion pour dire que cette cérémonie est bien celle de l'excellence. Et cela en rapport avec l'image d'excellence de la personnalité qui la préside, à savoir le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Les promotions célébrées sont celles de 2015, 2016, 2017, 2018 et la promotion cadette qui concerne les nouveaux venus dans l'établissement et qui, à cette occasion, ont reçu le flambeau des mains de leurs prédécesseurs. Pour eux, des exemples à suivre. C'est à leur nom que Mademoiselle Alouan Michaela prend la parole pour les défis qu'ils sont tenus de relever, le défi de l'excellence. Aujourd'hui, nous sommes employés pour certains, employeurs pour d'autres ou encore étudiants. C'est le fruit de la qualité de la formation reçue à l'ESATIC. Je voudrais donc profiter de cette occasion pour remercier nos enseignants, le personnel administratif et technique de l'établissement pour la qualité de l'encadrement. Monsieur le vice-président, vous avez planté un arbre qui produit de bons fruits. Continuez à l'entretenir, il grandira plus et deviendra très utile à l'univers tout entier. Le ministre Claude Isaac D., ministre de l'économie numérique et de la Poste, en tant que parrain de la cérémonie, a invité les étudiants de l'ESATIC à toujours servi de modèle. Cette remise de diplôme doit être le moteur d'une telle émulation et un facteur d'incitation, de motivation des étudiants à faire ce saut qualitatif toujours attendu d'eux. Chers étudiants, nous comptons sur vous afin que ce diplôme, fin d'un brillant parcours universitaire, ne soit que le début d'une carrière que nous souhaitons longue, fructueuse et pleine de succès. Car nous sommes convaincus que la formation et les connaissances reçues à l'ESATIC vous permettront d'être très compétitifs sur le marché de l'emploi. Le vice-président de la République, présent pour présider la cérémonie, lui a évoqué la détermination du gouvernement à poursuivre sa politique qui consiste à faire de sa jeunesse l'une de ses priorités face aux défis de développement. Le gouvernement sait pouvoir compter sur l'engagement et l'expertise de tous, et de sa jeunesse en particulier,
pour continuer avec sérénité et détermination sur sa lancée dans sa quête de l'émergence à l'horizon 2020 et au-delà. Le gouvernement, sous la haute autorité du président de la République, mettra tout en œuvre pour créer les conditions appropriées pour que nos jeunes étudiants, leviers de tous les changements sociétaux, puissent, comme disait la belle expression de Axel Kant, oser vouloir. C'est par l'intégration de la science et de la technologie dans les modèles de production et d'organisation que notre pays pourra faire face aux défis futurs, notamment ceux liés à l'industrialisation et à l'emploi. Notre pays avance et sur plusieurs plans, nous progressons. Ainsi, je peux affirmer que depuis 2013 jusqu'à maintenant, des virages numériques importants et décisifs ont été pris, qui ont permis à notre pays d'occuper la deuxième place des économies les plus performantes en Afrique en 2017. Outre la remise de parchemins aux étudiants sortant de l'ESATIC, il a été aussi question de remise de toges à des enseignants de cette école promus au CAMES et de décoration de 8 de ses agents au titre de commandeurs, officiers et chevaliers dans l'ordre de l'éducation nationale. Et avec la joie, comme s'il en pleuvait sur tous les visages, ces agents, enseignants et étudiants semblent dire que cette cérémonie constitue un moment important de leur vie. Nous partons à présent pour le Maroc. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly prend part à la 11e édition de la World Policy Conference. À l'ouverture, elle indique des stratégies devant permettre à l'Afrique de maintenir sa dynamique de croissance. Il s'agit donc de mettre l'accent, selon le Premier ministre, notamment sur la stabilité politique et la sécurité. Alexis Ouedraogo depuis Rabat. D'ici 2050, une personne sur 4 sera africaine. Mieux, la population des jeunes de moins de 15 ans sera d'environ 850 millions, soit la main-d'œuvre la plus importante au monde. Ce vendredi, le sujet était au cœur de la 11e édition de la World Policy Conference, ouverte à Rabat. C'est un défi extrêmement important, ça peut être une opportunité pour nous si nous arrivons à créer les emplois qui sont nécessaires pour ces jeunes. Portant au monde la vision du président Alassane Ouattara, le chef du gouvernement a dit la nécessité aujourd'hui pour les États africains de mettre en place des politiques capables de relever nos défis, de les relever en toute responsabilité. Dans un monde aujourd'hui totalement globalisé, c'est évident que toutes les politiques que nous pouvons mener dans nos pays sont influencées par l'environnement mondial. Nos pays ne sont pas des pays qui sont insensibles à l'évolution d'un taux d'intérêt aux États-Unis. Nos pays ne sont pas insensibles à l'évolution du dollar. Nous sommes des pays exportateurs de matières premières qui sont libellés sur les marchés en dollars, etc. Je pense qu'il est extrêmement important que pour ces conférences et que pour la réflexion sur la gouvernance mondiale, y compris le rôle que nous pouvons jouer aux Nations Unies, je pense que la voix de l'Afrique est nécessaire et peut apporter des solutions dans l'ensemble des questions de gouvernance mondiale. Dans cet agenda très chargé, plusieurs interviews et audiences avec des investisseurs toujours plus intéressés par la destination Côte d'Ivoire, mais aussi avec des partenaires traditionnels, à l'exemple de Jean-Claude Meyer, vice-président de Rothschild. Toujours au Maroc, au agenda très chargé pour le Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly a été invité par son homologue marocain, Ed Othman, à une rencontre. Il s'agit d'un déjeuner de travail pour faire le point de la coopération entre les deux pays et d'effleurer de nombreux chantiers. Nous y reviendrons dans nos prochains journaux. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme était face aux députés ce vendredi 26 octobre ici à Abidjan. Bruno Nabagné-Koné a présenté un projet de loi relatif à la profession d'architecte. Il s'agit notamment de rendre effective la liberté de circulation et d'établissement des architectes dans l'espace UEMOA. Les parlementaires membres de la Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale ont adopté le dit projet, comme nous le rapporte Serge Kolia. Le projet de loi relatif à la profession d'architecte vise à ouvrir les portes de l'espace UEMOA aux architectes ivoiriens.
De même, les architectes des autres pays de la sous-région pourront mener des activités en Côte d'Ivoire sous certaines conditions. Le ministre Bruno Nabagné-Koné, exposant les motifs de ce projet aux députés, en a souligné l'intérêt. L'objectif de tout cela, c'est de faire en sorte que nous ayons un dispositif qui soit plus facile à comprendre par les populations, de façon à faciliter la sollicitation de l'architecte par le citoyen. Il est important que nos constructions fassent l'objet de cet accompagnement-là par des professionnels, donc l'architecte en particulier ou des ingénieurs conseils, de façon à protéger nos populations parce qu'il y a un aspect sécurité dans le travail que fait l'architecte. Après environ 2 heures d'échange, les membres de la Commission des affaires sociales et culturelles ont adopté le projet à l'unanimité. À entendre le ministre, nos architectes se sentent très à l'aise dans ce projet de loi parce que sûrement qu'ils ont envie d'aller vendre leurs expertises dans les autres pays et ils attendaient véritablement que cette loi arrive. En plus de favoriser la liberté de circulation et d'établissement des architectes dans l'espace UEMOA, ce projet va permettre de déterminer le cadre de la profession d'architecte, les missions, les conditions de recours, les droits, devoirs, obligations ainsi que les sanctions. Et on va évoquer maintenant le contentieux électoral. Les membres de la CEI, les juges du parquet général près la Cour suprême, le secrétariat général et la chambre administrative de la Cour suprême sont en conclave ici à Abidjan. Ils planchent justement sur le contentieux électoral. Leur objectif, harmoniser les points de vue en vue de rendre de bonnes décisions. Sidonie Davila. À l'issue des élections couplées du 13 octobre dernier, plusieurs requêtes ont été adressées à la CEI. Pour un meilleur traitement du contentieux, les différentes structures concernées, le parquet général près la Cour suprême, le secrétariat général de la Cour suprême et la chambre administrative, ainsi que les membres de la CEI, échangent sur le mode opératoire dans la gestion du contentieux issu des résultats des élections couplées. Tous les magistrats qui interviennent dans le contentieux électoral s'accordent sur les lectures du code électoral et l'interprétation. La jurisprudence est très importante. Tous les cas de figure ont été déjà plus ou moins balisés avec la jurisprudence. Il était important que nous puissions les revisiter ensemble, d'autant plus qu'il y a eu des nouveaux magistrats qui sont intervenus, qui n'ont pas participé nécessairement aux élections de 2016. Le dépôt des dossiers litigieux à la CEI a pris fin mercredi dernier. À compter de ce jour, la commission électorale indépendante dispose d'un délai de 15 jours pour apporter ses observations et transmettre ses requêtes à la chambre administrative. Elle entend traiter ces requêtes sans favoritisme. Nous statuons sur la base du dossier. Lorsque les irrégularités alléguées ne sont pas établies, les gens disent qu'ils ont fraudé. Mon adversaire a fraudé. Mais en quoi ça consistait la fraude? Il faut apporter les preuves. Lorsque ces fraudes sont établies, le juge vérifie si ces fraudes ont eu un impact sur les résultats. Si ces irrégularités ne sont pas très importantes ou n'ont pas influé sur le résultat, le juge n'annule pas les élections. Donc les Ivoiriens devraient avoir confiance à leur justice. Nous l'avons prouvé en 2013. Plus d'une centaine de réclamations déposées à la CEI, la chambre administrative de la Cour suprême dispose d'1 mois, à savoir jusqu'à la mi-décembre, pour vider le contentieux. Après 2 mois de vacances judiciaires, la Cour d'appel de commerce d'Abidjan reprend ses activités. Cette reprise est marquée par une audience de rentrée judiciaire au titre de l'année 2018-2019. Et notez que la cérémonie qui s'est tenue au palais de justice a été ponctuée par une communication sur le chevinage dans les juridictions de commerce, le cas de la Côte d'Ivoire. Mais justement, que renferme ce terme juridique et chevinage? Réponse avec Ouattara Madou Walter. Après 7 mois d'existence, ponctués de 2 mois de vacances, la Cour d'appel de commerce d'Abidjan vient de tenir son audience solennelle de rentrée judiciaire 2018-2019. Pendant l'exercice précédent, cette Cour a reçu 109 dossiers ordinaires, 50 requêtes et rendu une 50aine d'arrêts. Ce travail a pu être possible grâce à l'échevinage. C'est une participation des non-magistrats aux activités de justice dans les juridictions de commerce. L'expérience tentée par la Côte d'Ivoire en créant le tribunal de commerce a été une expérience heureuse.
cette juridiction a fonctionné à la satisfaction de tous. Et au-delà de nos frontières, les gens s'en sont rendus compte. Et donc ils se sont dit, il faut qu'on vienne en Côte d'Ivoire pour découvrir quel est leur secret. L'échevinage dans les juridictions de commerce, le cas de la Côte d'Ivoire. Un thème abordé par Va Casimir, conseiller à la Cour d'appel de commerce d'Abidjan. Les efforts du gouvernement pour une justice performante ont été salués. Dans cet élan, le ministre de la Justice a promis œuvrer pour davantage d'actions. C'est un outil pour conforter l'investissement privé dans nos différents États. Je suis satisfait et je crois que les investisseurs et l'ensemble de la population du reste devraient se sentir rassurés. Fournir en ressources humaines la Cour d'appel de commerce d'Abidjan et également en moyens matériels. C'est ce que nous allons faire. Mais il n'y a pas que la Cour d'appel de commerce, il y a aussi le tribunal et il y a d'autres juridictions. Vous savez, c'est un vaste chantier que nous avons décidé d'ouvrir. À cette cérémonie, le nouveau bâtonnier de l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire a été présenté. Il s'agit de Maître Ndri Nzé. Il a pris fonction le 1er octobre dernier pour un mandat de 3 ans. Je vous invite à présent à faire une incursion dans le milieu de la friperie. Ce business, encore dans l'informel, rapporterait des milliards de francs CFA à notre économie. Grossistes, semi-grossistes et détaillants inondent le marché ivoirien des tonnes de vêtements de seconde main. Mais quel est le circuit d'approvisionnement de ces commerçants et à qui profite ce business? Réponse avec Salima Toudia. Depuis 5 ans, Flore investit dans le commerce de vêtements de seconde main. Elle s'est lancée dans le business de la friperie après avoir fermé sa boutique de prêt-à-porter, faute de clientèle. Aujourd'hui, elle offre une grande sélection de vêtements de friperie. La première commande, c'était plus de 200 balles d'une vingtaine de millions, y compris l'achat, le transport et le dédouanement. Une balle peut nous revenir à 80 000 avec le dédouanement et le transport. Et nous, on peut vendre la balle à 130 000. Et tout, parce que vu le local, les factures à payer et tout. Robes, jupes, pantalons, chemises et accessoires sont vendus au kilo ou à la tonne. Flore assure la distribution aux grossistes et détaillants grâce à l'importation des balles de friperie qu'elle effectue en moyenne 3 fois par an. Je me suis rendue en Espagne pour visiter leurs usines, pour voir la qualité de leurs articles. Et j'ai vu que la qualité était bonne. C'est comme ça que je suis revenue et j'ai lancé la commande. Le conteneur est arrivé. Ça n'a pas été facile au niveau de la douane et je ne connaissais pas grand chose. Donc plus les jours avançaient, on me demandait y avait tel papier à faire que j'ignorais. C'est ici au port autonome d'Abidjan que ces balles sont dédouanées. Ce commerce encore informel est soumis aux droits et taxes d'importation de marchandises. Les autorités douanières et les commerçants se sont rencontrés. Ils ont arrêté un barème de 500 francs le kilo net. En 2015, nous avons enregistré 12 835 tonnes pour une valeur fiscale de 3 600 millions. En 2016, nous avons enregistré 9 325 tonnes pour une valeur fiscale de 2 600 millions. Et en 2017 jusqu'à aujourd'hui, nous avons enregistré 6 650 tonnes pour 1 733 millions de francs CFA. D'autres postes de contrôle aux frontières terrestres se chargent également du dédouanement des balles. Car certains commerçants s'approvisionnent au Ghana, au Nigeria ou au Togo, des pays réputés dans le commerce de la fripe. C'est le cas de Mike, ce commerçant venu d'Abidjan. Spécialisé dans la vente de chaussures friperie, il est à Lomé depuis quelques jours pour se ravitailler. Les friperies de Lomé puis pour Abidjan, pour Lomé c'est un peu moins cher par rapport à Abidjan. Donc on préfère venir chercher à Lomé. À chaque voyage, Mike peut débourser 3 à 4 millions à Idjanaoué, le plus grand marché de la friperie en Afrique de l'Ouest. On arrive à payer la banque et puis il paye mes petits frères aussi. Donc, et puis moi aussi, il y a un peu qui reste pour moi. Donc ça veut que je veux dire qu'on gagne un peu. Après achat, il confie sa marchandise à une société de transit qui se chargera de la lui livrer à Abidjan. L'étape du dédouanement se jouera alors entre la société de transit et la douane ivoirienne à la frontière. La friperie, compte tenu de son caractère social,
est taxé au kilo. C'est 1500 francs le kilogramme net. Le scannage nous permet de vérifier effectivement si dans la cargaison, il n'y a que la friperie comme initialement déclaré. Environ 1,778 milliard de francs CFA de taxes ont été perçus pour le dédouanement de friperie, rien que pour le poste de Noé sur la période de janvier à juillet 2018, soit 7 mois. C'est 11,53% des recettes perçues à cette période. Pourtant, la direction de son côté dénonce le manque de culture fiscale chez certains commerçants. Ces derniers opteraient pour des voies non légales, notamment par la brousse et sous l'eau. Récemment, on a découvert 311 kg de drogue à l'intérieur de la friperie. On a verbalisé les fraudeurs. Voilà. La friperie, c'est aussi des vêtements de premier choix. Cette boutique à Adjamé est spécialisée dans la vente des vêtements de fin de série des grandes marques. Fortunette est une fidèle cliente. Voilà, moi, j'aime pas trop porter les habits prêts à porter parce qu'il y a beaucoup de contrefaçons dedans. Mais généralement, les fins de série, une fois que ça vient, il y a des vêtements qui sont en tout cas de bonne qualité, de grandes marques surtout, parce que c'est importé et original aussi, et moins cher surtout. Comptable de formation, cela fait 5 ans que Noura est vendeuse dans le magasin. J'ai eu des difficultés à trouver du travail. Et quand je suis venue ici, je n'espérais même pas rester. Mais comme moi-même j'aimais déjà la chose, je suis venue, on m'a donné l'opportunité de travailler. Et c'est comme ça que je suis restée jusqu'à aujourd'hui et je me sens bien. Une aisance dans le métier qu'on retrouve chez Mori, retoucheur de vêtements, communément appelé toklo-toklo. Il a pu ouvrir un magasin de friperie grâce à ses économies. Moi, si je n'ai rien gagné par jour, c'était 40 000. Excusez-moi, il ne va pas pour 500, il commence par 1000 francs. La friperie m'importe d'avoir l'argent parce que j'ai retouché et puis le vent. Favorisant les classes moins aisées de la population, le commerce de la friperie est économiquement florissant. Selon le syndicat national des commerçants de friperie de Côte d'Ivoire, ce business rapporterait 20 milliards de francs CFA par an à l'État. Il déplore le manque d'espace alloué à la vente de friperie. Le marché de friperie que vous voyez là, c'est de l'eau. C'est-à-dire c'est des propriétés. C'est une propriété qui est là. Ça appartient à des individus, à des gens. Gageons que ces personnes-là viennent récupérer leur lot ou qui vient construire, ils vont où? Nous allons à Koumassi. Ces commerçants-là squattent aujourd'hui l'espace, c'est-à-dire la ruelle. Mais malgré ça, la mairie vient et elle admet ces tickets. Pour l'heure, aucune réglementation n'existe dans le secteur, selon le ministère du Commerce. Créateur d'emplois, le juteux business de la friperie peserait, selon une étude de la société Rexy Textile, environ 8 millions de tonnes de vêtements de seconde main chaque année dans le monde. Voilà, friperie à qui profite le business, c'était le sujet du dossier réalisé par Salima Toudia du service Société et Grandes Enquêtes de la rédaction du RTI. Je vous propose à présent le reste de l'actualité au pas de course. Première direction est le Mali, où l'état d'urgence a été de nouveau prorogé pour 1 an. Le gouvernement malien a décidé la prorogation de l'état d'urgence d'1 an à compter de ce 31 octobre 2018. Cette décision adoptée en Conseil des ministres intervient 2 mois après la réélection du président Ibrahim Boubacar Keïta, qui place la sécurisation du Mali en priorité dans son second mandat. L'état d'urgence au Mali est en vigueur depuis l'attentat djihadiste contre un hôtel de Bamako en novembre 2015, ayant causé la mort de 20 personnes. Un accord a été trouvé hier en Afrique du Sud entre les 7 candidats de l'opposition congolaise à la présidentielle. C'est un front commun qui permet la désignation d'un candidat unique. Son identité devrait être dévoilée le 15 novembre prochain. L'opposition rejette l'idée de boycott des élections présidentielles prévues pour ce 23 décembre. Salah Khashoggi, fils de l'éditorialiste saoudien tué le 2 octobre au consulat saoudien à Istanbul, est arrivé à Washington avec sa famille à bord d'un vol en provenance d'Arabie saoudite. Le prince héritier Mohammed Ben Salman et le roi Salman d'Arabie saoudite ont présenté leurs condoléances à la famille de Jamal Khashoggi mardi au Palais Royal à Riyad. Et je rappelle pour terminer en Côte d'Ivoire que ce vendredi, la gouverneure générale du Canada, Julie Payette, a entamé une visite de 72 heures en terre ivoirienne. Elle a été reçue par le président de la République, Alassane Ouattara. Le tête-à-tête entre les 2 personnalités a été élargi aux membres des 2 délégations. La coopération ivoiro-canadienne a été évoquée.
Voilà, fin de ce 20h supervisé par Hervé Blé. Merci à vous tous de votre aimable attention. Je vous retrouve avec le même plaisir demain à la même heure.